Il n'y a pas de processus type dans l'entreprise. C'est un des éléments qui est ressorti, suivant que l'entreprise est une très grosse entreprise ou une plus petite entreprise, qu'elle est secteur public, secteur privé. Mais on a quand même réussi à dégager quelques étapes qui sont effectivement un pré-référencement, c'est-à-dire un travail que fait l'entreprise en amont de son projet de référencement. Elle a collecté un certain nombre de CV, elle a rencontré éventuellement un certain nombre de coachs, donc elle a sa base de données qui va être la substantifique moelle qui va lui permettre de passer à l'étape 2. Lorsqu'elle décide donc de passer au référencement, elle envoie au coach concerné un dossier à remplir, un dossier assez complet, à la fois sur le parcours, les pratiques, les outils employés, le type de client pour lequel le coach a travaillé. Et là, on passe à une sélection assez drastique qui va varier. Jérôme nous donnait un exemple, 180 personnes concernées pour arriver à 30. Hein. Donc c'est un filtre assez fort. Et les personnes qui passent le cap du dossier sont donc reçues en entretien. Alors suivant les entreprises, ça va être différents métiers, c'est-à-dire on va mêler RH, coach interne, responsable achat, ou ça va être plus des entretiens séparés, chacun étant plus centré sur son cœur de métier, le responsable achat un peu plus sur la question des prix, le RH plus sur la question des techniques et des outils. Une fois cette sélection terminée, des coachs sont référencés, mais ils ne doivent pas perdre de vue qu'en aucune façon il y a un engagement de l'entreprise de leur fournir un business. Ils sont référencés, ça veut dire qu'on peut faire appel à eux autant que de besoin, mais ça n'est que ça, entre guillemets, le référencement. Précision quand même, c'est que nous, on rajoute maintenant, et ça c'est l'évolution depuis quelques années, on rajoute des managers et des dirigeants dans les jurys. Dans les jurys. Pour vraiment avoir la perception des prescripteurs et des futurs éventuels coachés dans l'entreprise. Voilà. Simplement, effectivement, pour l'expérience que j'ai dans les PME, ça se résume souvent à une ou deux personnes. En termes d'interlocuteurs, ils ont rarement le budget de temps à consacrer à ça. Et c'est pour ça qu'un certain nombre, d'ailleurs, utilisent un filtre que vous n'utilisez pas, qui est celui de l'accréditation. L'accréditation professionnelle, qui est un premier niveau de sélection dans certaines entreprises, pour autant qu'elles aient compris ce que sont les accréditations délivrées par les associations comme la SF Coach. La lourdeur, moi je dirais déjà pas mal de soins et de précautions et de rigueur que l'on met en place dans la sélection de ces coachs. Donc d'une part pour la raison de la quantité hein, des 180 candidats qui sont des personnes que nous cherchons avant tout et en finale pour en sélectionner une trentaine. Donc c'est une question bêtement de quantité. Donc il y a une administration un peu naturelle quand même à avoir. Mais la deuxième partie, c'est l'aspect de la sécurité, encore une fois. Le coaching est une activité hautement qualitative et donc on n'a pas envie de mettre n'importe qui en face de nos managers ou dirigeants. Et donc ça explique le soin, encore une fois, que l'on prend dans tous les comportements de cette sélection. Là, j'ajouterais effectivement qu'il est indéniable que les prestations de coaching sont des prestations qui sont facturées nettement plus cher que d'autres prestations RH et qu'elles rémunèrent aussi ce temps particulier des coachs qu'ils passent à rencontrer les clients dans l'entreprise une fois, deux fois, trois fois, à remplir des dossiers et passer des filtres de sélection. Ça fait partie, de mon point de vue, de la réalité de l'activité de coach à l'heure actuelle. Et ça le sera sans doute de plus en plus. Plus les réglementations vont se renforcer, on peut parier qu'elles se renforceront notamment par le poids de l'Europe, et plus ça fera partie des contraintes du métier. Outre ce que je disais sur l'intervention des managers et des dirigeants eux-mêmes dans les jurys, hein, donc qui sont quand même des évolutions intéressantes parce que on ne les oblige pas hein, à participer, on leur demande, mais ils sont quand même très intéressés par le sujet. Il y a aussi l'aspect qualitatif qui s'est renforcé chez nous, puisqu'on a un certain nombre de plus en plus aussi de personnes qui se sont formées au coaching en interne. Et puis l'image du coaching a progressé, je dirais aussi depuis quelques années.
globalement pour être beaucoup plus sur des activités de coaching, de développement et donc des situations beaucoup plus positives également que ça pouvait l'être il y a quelques années. Moi, je rajouterais, en tant que, cette fois-ci de l'autre côté de la barrière, donc en tant que coach, que ce qui me frappe par rapport à il y a 10 ou 15 ans en arrière, c'est la bien meilleure connaissance du coaching et des exigences et des méthodes de mise en œuvre au sein des entreprises, y compris des PME. C'est-à-dire que maintenant, on trouve effectivement des assistants RH ou des RRH qui savent véritablement poser les bonnes questions et qui se sont documentés avant. Voilà, c'est une professionnalisation dans l'achat RH et en général et dans l'achat de coaching qui est pour moi frappante. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il y a pas mal de formations RH maintenant, de master RH notamment, qui intègrent aussi des cours de coaching et donc qui expliquent ce que c'est, comment ça marche, qui fait quoi, etc. Donc c'est assez intéressant. Ouais.